Merci beaucoup. Félicitations pour le lancement du consortium. Merci à la Chambre des notaires, Nicolas, pour ta présence. Et bon, aux autres personnes qui vont présenter tout à l'heure. Je connais quelques gens déjà dans la salle et je dois avoir un clicker. Merci. Et en fait, aujourd'hui, oui, je vais vous parler un peu de l'encadrement déontologique des représentants qui utilisent les technologies, mais j'ai pris l'angle plus particulier de l'intelligence artificielle qui est très populaire, qui est très présente. Et puis, j'ai été avec Chris Clé pour bien travailler avec l'intelligence artificielle, donc un peu le point de vue des représentants. C'est pas exhaustif, il y en a d'autres, il y a d'autres façons de le regarder, etc., etc. Mais je pense que c'est un début de réflexion, puis il s'amorce justement une grande réflexion. Donc, peut-être me présenter, oui, voilà, peut-être me présenter avant d'aller plus loin. Marc Baudouin, je suis le PDG de la Chambre d'assurance de dommages. La Chambre d'assurance de dommages, qui est un organisme d'autoréglementation dans le secteur financier, qui a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation des représentants, des certifiés, et également à la déontologie, 16 000 certifiés en assurance de dommages. Au moment où je vous parle, il y a des grandes réflexions qui se produisent à travers le monde, je dirais, là, concernant l'encadrement. Le Québec en fait partie. Et puis, je fais juste un petit disclaimer pour dire que tout cet encadrement-là qui est à venir, qu'il soit légal, qu'il soit réglementaire, qu'il soit normatif via les codes, etc., va venir influencer la suite des choses puis comment les gens vont travailler avec l'IA. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ça se peut que dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, ça soit modifié par ce cadre normatif-là ou juridique-là qui est à venir. Euh, Pourquoi parler d'intelligence artificielle? En fait, on pense que l'intelligence artificielle, c'est nouveau, hein, puis que ça vient d'arriver, on entend beaucoup parler, ça bourdonne un peu partout dans les milieux. Mais je dirais que, puis tantôt, Maya, tu faisais référence avant la pandémie, après la pandémie, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. En matière d'intelligence artificielle, au début, c'était beaucoup orienté vers la recherche. Puis au Québec, on était dans les précurseurs à d'abord adopter la Déclaration de Montréal dans les années 2017-2018. Ensuite de ça, à financer la recherche, à travailler le point de vue éthique de l'intelligence artificielle. Mais en 2023, tout à coup, il y a eu comme un grand changement qui s'est opéré. Puis là, le monde a commencé à dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? On peut-tu prendre une pause à quelque part? » Puis là, il y a des grands penseurs, je pense entre autres à Yoshua Bengio, là, qui est sorti publiquement pour dire « Prenons une pause sur le développement puis réfléchissons à où est-ce que ça s'en va, tout ça. » Puis, ce qui avait changé beaucoup à travers tout ça, c'était notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT en tête, qui était très populaire, puis qui arrivait, puis là, le monde commençait à avoir des réflexions en disant « OK, les jeunes commencent à utiliser ça dans l'école, bon, etc., etc. » Donc, on a réclamé une grande pause. La grande pause n'est pas arrivée. Je dirais même au contraire, les États ont commencé à regarder tout ça, à encourager l'intelligence artificielle. Les gens ont commencé à ajouter des montants d'argent là-dedans, puis à voir l'intérêt, puis à voir le potentiel qu'il y avait en arrière de cette intelligence artificielle-là. Mais 2023, puis bon, début 2024, on voit que les États commencent à réfléchir à justement l'encadrement. Donc, l'Union européenne en tête a commencé à mettre des lois cadres. Aux États-Unis, les États, tranquillement, pas vite. Et je pense qu'il y a un État par semaine qui implante une nouvelle loi qui vient encadrer ça. On les voit popper dernièrement. Donc, il y a une grande réflexion sur, bien entendu, cette intelligence artificielle-là, générative. Bon, principalement à l'origine sur la question des hallucinations. Donc, une fois qu'on génère l'information, ça peut en même temps générer une hallucination, donc une information qui n'est pas fondée sur un fait qui est véridique, donc une nouvelle information qui n'est pas nécessairement réelle ou véridique. Puis, bien entendu, il y avait toute la question qui était liée à travers tout ça aussi au risque démocratique. Donc, on disait, oh, faites attention, les États, vous allez vous faire voler vos élections par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça prend une couple de grands cerveaux qui travaillent en arrière de ça. Bon, des grands puis des moyens cerveaux, je dirais, mais qui travaillent en arrière de ça puis qui peuvent venir tricher des élections. Donc, il y avait notamment la question du risque démocratique qui est en arrière de ça. Puis, bien entendu, il y a une multitude d'autres risques. Donc,
une fois que cette mise en contexte-là est faite, on entre dans le vif du sujet avec mes 6 clés. J'en ai, là, je ne suis plus capable de changer. Mais j'ai 3 clés qui sont plus en amont de la présentation, donc qui est pour avant l'intervention des représentants. Ces 3 clés-là vont servir plus à l'étape de la planification. Puis on va passer notamment aux risques, aux responsabilités et aux billets. Donc, au niveau des risques, bien entendu, plus que des risques, plus qu'il est important de mettre en place des mesures de contrôle ou des mesures de mitigation de ces risques-là. Donc, encore une fois, si on parle d'intelligence artificielle faible versus l'intelligence artificielle forte, donc l'intelligence artificielle générative, la dernière génération, il va y avoir des risques supplémentaires. Je vous parlais tantôt notamment de la question des hallucinations. Si l'information qui sort est erronée, elle est fausse, nécessairement, il faut mettre en place des mesures supplémentaires pour tout ça. Puis, quand on parle d'intelligence artificielle faible, j'aime dire qu'il y a comme une acceptabilité sociale parce que, bon, souvent, on pense que l'intelligence artificielle, c'est juste ChatGPT, mais il y en a partout, puis ça existe déjà, puis on l'utilise déjà dans notre quotidien, l'intelligence artificielle. Puis, dans le domaine de l'assurance de dommages, ça peut être aussi banal qu'un représentant qui s'en va voir sur Google Maps pour voir la distance de la borne fontaine de la maison pour assurer la maison d'une personne. Donc, c'est relativement accepté dans la société. Il n'y a pas de gros challenge là-dessus. Le risque de préjudice pour le consommateur au bout est relativement limité. Donc, on s'entend que à travers tout ça, la méthode d'encadrement qui sera choisie devrait être moins importante que si on utilise au contraire une intelligence artificielle générative, une intelligence artificielle forte qui peut générer des risques encore plus importants. Donc, le principe en la matière, c'est plus que le risque est faible, moins qu'il y a nécessairement besoin d'encadrement, et plus que le risque va être élevé, plus qu'on va devoir mettre en place différents éléments d'encadrement. Puis les différents éléments d'encadrement, mais je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais juste pour faire un survol, on peut parler notamment de la déclaration de l'utilisation de l'IA, donc la personne qui va dire à son client, moi, j'utilise l'IA pour prendre ma décision. La possibilité pour le consommateur d'opting out, de dire non, je ne veux pas que toi, comme représentant, tu utilises l'intelligence artificielle, je veux juste que tu utilises ton cerveau pour le faire. La sensibilisation, la formation, bon, etc., etc. On va en parler dans les autres au niveau de la responsabilité des intervenants, la particularité de la responsabilité des intervenants, bon, bien entendu, on doit la définir avant l'utilisation de cette intelligence artificielle-là. Puis, il faut la définir pour l'ensemble de la chaîne de l'utilisation. Donc, bien entendu, ce qui va venir conditionner en arrière de tout ça, il y a 2 grands facteurs. Est-ce qu'on développe l'intelligence artificielle à l'interne ou on utilise l'intelligence artificielle qui est générique? J'utilise Microsoft Copilot, Bing AI, ChatGPT, donc un outil qui est générique, qui est disponible à tout le monde, sur lequel comme individu, comme organisation, j'ai très peu de contrôle. Hein. C'est très difficile pour moi, la Chambre d'assurance de dommages, de demander à Microsoft de changer ses pratiques ou même de connaître qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'application. Mais si on développe à l'interne, là, on va se rendre compte qu'on a un plus grand pouvoir, qu'on va justement, c'est nous autres ou un consultant, des firmes, des spécialistes qui vont générer le fameux algorithme. Donc, à partir de ce moment-là, mais il va falloir qu'on soit beaucoup plus impliqué. Donc, la responsabilité des intervenants va varier en fonction justement de est-ce qu'on le développe ou on le développe pas à l'interne, cette intelligence artificielle-là. On peut penser, entre autres, bon, si on pense par exemple au rôle d'un comité d'éthique à travers tout ça, c'est sûr que si jamais on développe l'intelligence artificielle, il va y avoir beaucoup de gens dans l'organisation qui vont être impliqués, puis peut-être avec nos consultants externes qui vont être impliqués dans ce type de comité éthique-là. Alors que si on utilise une intelligence artificielle qui est plus générique, donc qui est disponible pour tout le monde, là, habituellement, il va y avoir beaucoup moins d'intervenants qui vont être impliqués. On n'aura pas de développeurs, on n'aura pas d'ingénieurs. Ça va probablement tomber un peu plus sur les épaules de l'employeur de valider que c'est le bon outil qu'il veut rendre disponible à ses employés. Et bien entendu, le bon outil, je vais avoir mesuré également les risques, ce que je vous parlais la CETAD juste avant. Le temps passe vite, puis je sais que je parle vite. La vigilance quant aux biais. Donc, bon, bien entendu, on a tous des biais. Hein? Tout le monde a des biais. C'est humain d'en avoir. Et ces biais-là, ils vont être conscients ou inconscients.
ils vont générer des externalités qui sont soit positives, soit négatives. Mais au final, il faut qu'on en prenne conscience, surtout si on est dans le développement d'intelligence artificielle. Donc, on veut développer l'intelligence artificielle pour notre organisation. Je dirais qu'à travers tout ça aussi, plus que d'intervenants qu'on va ajouter, bien, plus que la chance de générer des billets. Puis, tu sais, l'exemple clé qui a été sorti de nombreuses fois, c'est notamment, tu sais, aux États-Unis, la catégorisation des CV à l'entrée, où est-ce que, bon, on avait utilisé une intelligence artificielle, puis, on produisait le schéma de l'organisation, puis, bon, dans l'organisation, c'était, je vais dire, des hommes blancs qui étaient en position d'autorité, bien, automatiquement, l'intelligence artificielle recherchait des CV d'hommes blancs en position pour les postes de position d'autorité. Donc, bien entendu, il faut avoir une vigilance en amont de l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des billets. Maintenant, je vous ai dit avant, j'ai 3 autres clés pour pendant l'intervention des représentants. Donc là, ça s'applique directement aux agents, aux courtiers, aux experts en sinistre qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Donc, 3 clés, la connaissance, le code de déontologie et la transparence. Au niveau de la connaissance, bien, le premier principe, c'est qu'il faut qu'on connaisse la fameuse technologie qu'on utilise. Puis, on pense que c'est simple de dire on connaît la technologie, mais tu sais, si je vous pose la question aujourd'hui, savez-vous c'est quoi les failles quand vous utilisez la suite Microsoft Office ou la suite Google ou la suite Apple? C'est pas si simple que ça dans en arrière de notre ordinateur de dire oh oui, je l'utilise à tous les jours, c'est correct. Mais c'est quoi qui est en arrière de ça? C'est pas si simple que ça que de le connaître. Fait imaginons-nous quand on est dans une boîte noire, dans un algorithme, où est-ce que là, il y a un défi supplémentaire qui est un défi qui est technique de comprendre comment cet algorithme-là est fait, mais aussi de comprendre c'est quoi les externalités, qu'est-ce que ça va produire au final de tout ça. Fait qu'on pense que le principe de dire ah oui, je connais ça, l'intelligence artificielle, c'est simple, mais c'est quelque chose vraiment à réfléchir en profondeur et en amont. Puis ça veut dire quoi réellement connaître l'intelligence artificielle? C'est tout un défi. Et puis, dernièrement, on a entamé une tournée d'échange avec les représentants. Et puis, on pose des questions justement sur l'intelligence artificielle. Puis, on se rend compte que, tu sais, le monde, tu dis intelligence artificielle, ils font comme oui, mais quand on essaie de leur dire c'est quoi, puis quand est-ce que tu l'utilises, puis qu'est-ce que tu fais après, là, oups, c'est tranquille dans la salle. Il n'y a pas tant de mains qui se lèvent, le monde ne comprenne pas nécessairement c'est quoi, puis quand est-ce que je l'utilise dans mon quotidien. Fait que juste ça, cette étape-là de la connaissance, elle est importante, de la sensibilisation. Puis je vous parle des représentants, mais de l'autre côté de la chaîne, il y a le consommateur aussi, il faut penser à lui. Là. Lui, là, il est là, puis il se fait servir par quelqu'un, puis il dit bon, ben moi, j'ai confiance en cette personne-là qui va me faire une recommandation. Mais il faut qu'il y ait minimalement une forme de sensibilisation ou une forme de connaissance qui se développe chez cette personne-là. C'est un contexte qui n'est pas si évident que ça, d'ailleurs. Si on prend en considération le niveau de littératie financière, là, donc là, on leur demande de comprendre une technologie qui est très poussée, on est rendu relativement loin. Le code de déontologie. Les codes de déontologie, bon, on a 2 codes de déontologie qu'on gère à la Chambre d'assurance de dommages, un pour les experts en sinistre, un pour les représentants, donc les agents et les courtiers sont basés sur le principe de la neutralité technologique, c'est-à-dire que le code s'applique peu importe l'outil technologique que la personne va être appelée à utiliser. Donc, il y a 3 éléments qu'on retrouve principalement dans le code de déontologie ou 3 grands principes qu'on retrouve dans nos codes de déontologie actuellement. Le premier, la confidentialité. Donc, bien entendu, si jamais je transige avec de l'intelligence artificielle, c'est quoi la protection des données, des renseignements personnels que je vais avoir à travers tout ça? Bien, il y a une obligation déontologique de la part des représentants de respecter cette notion de confidentialité-là. Deuxième, ne pas être négligent. Donc, encore une fois, si je ne connais pas la technologie, si je ne sais pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, puis qu'est-ce que l'algorithme va produire, bien, il y a possibilité que je sois négligent. Puis, il y a un lien avec le 3e conseil, ne pas faire de représentation fausse. Donc, au début, je vous parlais d'hallucination. Si le output de l'intelligence artificielle est erroné puis est faux, ben moi, comme représentant, je dois m'assurer de la validité des données avant de transmettre la bonne information. Donc, encore une fois, il y a plusieurs éléments au niveau du code de déontologie qui permettent déjà de baliser certaines choses, mais souvent, c'est la méconnaissance initiale de ça, de l'intelligence artificielle de la part du représentant qui va faire en sorte qu'il ne sera pas capable d'appliquer ces concepts-là. Donc, si je ne connais pas suffisamment, si je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte noire, si je ne sais pas les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle, comment je fais pour assurer la confidentialité, de ne pas être négligent et de ne pas faire de fausses représentations.
finalement, ben, la dernière clé, la transparence dans l'utilisation. Donc, je pense que c'est normal pour un représentant qui dénonce à son client qu'il utilise l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça implique, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis au début, je vous disais de laisser la possibilité aux consommateurs de faire un opting out, de dire non, je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est je transige avec un courtier, je transige avec un agent. Ce que je veux, c'est l'être humain, c'est le service de toi. Je ne veux pas que tu utilises tel type d'outil. Encore une fois, c'est pas toujours simple parce que bon, ce genre d'outil-là est développé par des organisations, il est mis en place, puis bon, le certifié qui est au premier niveau n'a pas nécessairement le choix sur les outils puis comment il va l'utiliser. Donc, par exemple, si l'outil est utilisé dans la détermination du niveau de prime pour une police d'assurance, ben, si jamais le consommateur dit je ne veux pas que tu utilises l'intelligence artificielle, il n'y a pas grand monde qui va prendre de papier et de crayon puis qui va envoyer ça aux actuaires qui vont essayer de calculer la prime manuellement. On s'entend. Il y a quand même un niveau de difficulté à travers tout ça. Donc, ça complète ma présentation. C'était mes 6 clés pour aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, je suis disponible, même si je sais que j'ai déjà dépassé d'1 minute, Maya. Financière, transparence, confidentialité, des clés que peut-être ça a résonné aussi de votre côté. Avez-vous des questions ou des échanges peut-être avec Marc sur cette présentation? Oui, Christian. Oui, Christian Corbeil, directeur général d'Option. Lorsqu'il y avait eu le projet de loi 141 qui est devenu loi, j'ai oublié le nom. Il y avait l'idée justement, ça a été adopté, là. Nous, notre positionnement par rapport à ce qui était le conseil en ligne, c'était que à la fin du processus, ce soit un conseiller qui valide le processus. Est-ce que vous êtes encore, avec l'intelligence artificielle, est-ce que vous êtes dans le même, dans cette direction-là? C'est quoi le positionnement de la charte à ce niveau-là? Ben oui, c'est sûr que nous, on va valoriser l'apport du conseil dans l'individu à travers tout ça. Bon, actuellement, c'est permis, là, soyons clairs, c'est permis qu'il y ait des transactions qui se fassent complètement en ligne. Le volume de transactions 100% en ligne n'est pas si important que ça. Je n'ai pas le chiffre, là, mais j'ai quelque chose entre moins de 5% des transactions qui se font complètement en ligne. Mais on se rend compte, par ailleurs, que il y a un changement dans le comportement des consommateurs. Puis les consommateurs, ils veulent pouvoir être servis où ils veulent, quand ils veulent, à quel moment. T'sais, ils veulent pouvoir, s'ils veulent une police d'assurance, il est jeudi soir, il est 11 h, je veux pitonner, je veux avoir ma police d'assurance, c'est là que ça se fait. Puis en parallèle, ils veulent être protégés. Hein? Ils veulent que s'il arrive quelque chose, quand ça arrive, y a-t-il quelqu'un qui va me protéger à travers tout ça? Et je pense que c'est un peu le parallèle. On parlait de Bitcoin tantôt dans ta présentation. Je pense que c'est un peu le parallèle. Je me souviens, il y avait une nouvelle qui était passée dans le Journal de Montréal. Puis la dame était en première page, puis elle a dit j'ai tout perdu mon argent, j'ai investi dans les bitcoins, j'ai tout perdu mon argent. Puis elle a demandé au gouvernement aidez-moi à travers tout ça. Il y en a des moyens qui sont utilisés pour aider les consommateurs puis parer à ces éventualités-là, puis à les informer. C'est les individus, c'est les conseillers qui sont là, c'est les conseillers qui sont certifiés, qui sont régis, qui sont encadrés, qui ont des codes de déontologie. Fait que c'est sûr que cet apport-là, à mon avis, elle est essentielle. Mais je dirais que la grande roue de l'intelligence artificielle est en marche, puis ça va vite, ça va extrêmement vite. Fait que où est-ce qu'on va être dans quelques années, je ne sais pas du tout. Mais je souhaite qu'il y ait le plus de certifiés impliqués là-dessus, surtout dans un contexte de faible littératie financière, dans un contexte de faible connaissance de l'intelligence artificielle. Tu sais, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de risques à l'utiliser. Je ne suis pas contre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des bons outils, mais il faut que ça soit fait correctement. Puis là, la technologie est allée beaucoup trop vite par rapport à l'encadrement qui vient avec. Il faut qu'il y ait comme un rebalancement dans l'écosystème et venir dire comment on l'encadre tout ça puis comment on fait les choses correctement. Mais on l'a vu avec Uber puis toutes ces technologies-là, les technologies vont plus vite que la réglementation. Ils passent à côté puis les cadres qui sont trop formels puis qui sont trop formatés encouragent les applications, la facilité puis à aller plus vite. Puis c'est ce que les individus veulent, les jeunes générations, les moins jeunes générations. Ils veulent pouvoir faire leurs transactions immédiatement. Fait fournis-leur l'application, elle n'est pas encadrée, elle n'est pas normée, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. C'est pas grave, je vais pouvoir le faire tout de suite.
mais je veux être protégé. S'il arrive quelque chose, là, je veux que le gouvernement il me donne mon 10 000 $ que j'ai perdu à cause de telle chose. Fait qu'il y a comme un espèce d'effet. Merci beaucoup. Marc, merci beaucoup.